Bienvenue sur cette vidéo dédiée à l'un des plus beaux joyaux de Montréal, le Mont-Royal. Que vous soyez un habitant de la ville ou un visiteur curieux, cet espace vert offre une expérience unique en pleine nature, avec une vue imprenable sur la métropole. Sur le sommet de la colline trône la croix du Mont-Royal. Ce symbole emblématique, visible de loin, fait partie intégrante de l'identité de la ville et s'illumine la nuit, offrant un spectacle à la fois simple et impressionnant. Ensuite, direction le lac aux Castors, un lieu paisible pour se ressourcer en plein cœur de la nature. L'été, c'est l'endroit parfait pour se balader ou pique-niquer, et en hiver, il se transforme en une patinoire naturelle, idéale pour les amateurs de glisse. Pour les amateurs de marche, le Mont-Royal propose une multitude de sentiers de randonnée, adaptés à tous les niveaux. Le sentier de la Serpentine, par exemple, vous mènera au sommet en vous offrant un panorama incroyable tout au long du parcours. Le belvédère Kondiaronk, l'un des meilleurs spots pour admirer Montréal sous tous ses angles. Par temps clair, la vue est à couper le souffle, et les couleurs de l'automne transforment ce paysage en véritable tableau vivant. Ce belvédère est sans doute l'un des points les plus populaires. Il offre une vue spectaculaire sur le centre-ville de Montréal et, par temps clair, vous pouvez voir jusqu'à la chaîne des Adirondacks, aux États-Unis. C'est aussi un lieu symbolique, nommé en hommage à Kondiaronk, un chef Huron-Wendat qui a joué un rôle clé dans la Grande Paix de Montréal en 1701. Le Mont-Royal n'est pas simplement un parc urbain, mais une véritable mosaïque d'histoire, de nature et de culture. En tant que visiteur curieux, vous serez charmé par la diversité des paysages et des activités qu'il offre. Que vous soyez passionné d'histoire, amateur de grands espaces, ou simplement à la recherche d'un endroit pour vous détendre, le Mont-Royal est une destination incontournable. Vous pourrez non seulement profiter de sa beauté naturelle, mais aussi vous plonger dans son riche passé et découvrir des aspects moins connus de la vie montréalaise.
La rue Sainte-Catherine est l'une des artères commerciales et culturelles les plus emblématiques de Montréal, s'étendant sur près de 11 km à travers le centre-ville. Elle traverse plusieurs quartiers animés et offre un mélange fascinant de boutiques, restaurants, théâtres et événements culturels. Elle a été tracée au début du XIXe siècle, et au fil du temps, elle est devenue le cœur battant de la vie commerciale et culturelle de Montréal. Initialement une simple rue résidentielle, elle a rapidement évolué pour devenir un centre névralgique du commerce, attirant les grandes enseignes et les institutions locales. Le développement de la rue s'accélère avec la construction de grands magasins dans les années 1860, comme la baie d'Hudson, et des centres commerciaux comme le centre Eaton. En plein cœur du centre-ville, la rue Sainte-Catherine symbolise l'esprit moderne et cosmopolite de Montréal tout en étant un lieu chargé d'histoire. La section centrale de la rue, entre la rue Guy et le boulevard Saint-Laurent, est la partie la plus commerçante et abrite de nombreux centres commerciaux souterrains, dont le célèbre réseau, ou ville souterraine, un vaste réseau de galeries commerciales reliant divers immeubles du centre-ville. Ce secteur est aussi le lieu où se trouvent les grands magasins Ogilvy et Simons, ainsi qu'une myriade de boutiques internationales et locales. Durant l'été, certaines sections de la rue Sainte-Catherine deviennent entièrement piétonnes, notamment dans le village gay et dans le quartier des spectacles. C'est l'occasion parfaite pour les festivals et événements en plein air, attirant des foules considérables. Le quartier des spectacles, ce secteur, au centre de la rue Sainte-Catherine, est un pôle d'attraction pour les amateurs d'art et de culture. Le théâtre Maisonneuve, la place des Arts, et la maison symphonique y sont situés, proposant des spectacles de musique, de danse, de théâtre, et d'opéra tout au long de l'année. Le quartier des spectacles accueille également plusieurs festivals internationaux, comme le Festival international de jazz de Montréal et Montréal en Lumière, qui illumine cette zone. Les portes de Chinatown, Péfan, le quartier est symboliquement marqué par ces deux portes traditionnelles, appelées Péfan. L'une est située à l'intersection des rues Saint-Laurent et René-Lévesque, et l'autre à l'angle des rues Saint-Laurent et Vigée. Ces portes rouges et dorées sont des répliques typiques des entrées de villages chinois traditionnels, et elles incarnent la bienvenue et la prospérité. Ces portails sont devenus un symbole emblématique de ce quartier. Place Jacques-Cartier, le cœur du quartier, la place est une large esplanade piétonne en pente, bordée d'immeubles historiques et remplie de terrasses en été. Elle est particulièrement vivante pendant les mois chauds, avec des artistes de rue, des musiciens et des marchés artisanaux. C'est un endroit où les visiteurs peuvent s'imprégner de l'ambiance unique du vieux Montréal. Monument à Nelson, situé au sommet de la place Jacques-Cartier, ce monument a été érigé en l'honneur de l'amiral Horatio Nelson, célèbre pour sa victoire lors de la bataille de Trafalgar. Il s'agit du plus ancien monument à Nelson au monde, même plus ancien que celui de Londres. La statue a suscité des controverses au fil des ans,
car certains voyaient en elle un symbole de la domination britannique. Le Vieux-Port est l'un des lieux les plus anciens de Montréal. Il a été fondé par les colons français au XVIIe siècle en tant que centre de commerce sur le fleuve Saint-Laurent. Durant la période de la Nouvelle-France, il était l'un des principaux points de transit pour les marchandises et les échanges entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Le port a joué un rôle crucial dans l'expansion de la ville, attirant les commerçants, les artisans et les marins. Au XIXe siècle, le Vieux-Port est devenu l'un des ports les plus importants de l'Amérique du Nord, facilitant le commerce du blé, du bois, et d'autres ressources naturelles canadiennes. Avec l'industrialisation, le port s'est modernisé, mais au XXe siècle, son importance commerciale a diminué en raison du développement du port de Montréal plus en aval, qui est devenu le principal port de la ville. Dans les années 1980, le Vieux-Port a été réaménagé en un espace récréatif et culturel, transformant l'ancien port industriel en un lieu prisé pour les activités touristiques et les loisirs. La Grande Roue de Montréal, installée en 2017 pour célébrer le 375e anniversaire de la ville, la Grande Roue est une grande roue d'observation offrant des vues spectaculaires sur Montréal, le Vieux-Port, et le fleuve Saint-Laurent. Avec ses cabines climatisées, elle est ouverte toute l'année, de jour comme de nuit. La tour de l'horloge a été érigée en 1922, cette tour de style néo-gothique est un hommage aux marins canadiens disparus durant la Première Guerre mondiale. Située à l'extrémité du Vieux-Port, elle offre une vue panoramique sur le fleuve Saint-Laurent et sur Montréal. Les visiteurs peuvent grimper les 192 marches de la tour pour profiter de cette vue imprenable. La plage de l'horloge, située à proximité de la tour de l'horloge, est une plage urbaine qui offre un espace de détente en plein centre-ville. Bien qu'on ne puisse pas s'y baigner dans le fleuve, c'est un endroit parfait pour se relaxer sur des chaises longues, profiter du soleil et admirer la vue sur le fleuve.
Si vous êtes à la recherche d'une montée d'adrénaline, le Vieux-Port propose une tyrolienne traversant une partie du site, offrant une vue plongeante sur les quais et le fleuve. C'est une activité populaire, notamment auprès des familles et des jeunes. Citrouilleville est une attraction paysanne saisonnière située à quelques kilomètres de Montréal, généralement en périphérie rurale, souvent dans les fermes et les champs de la région environnante. Comme son nom l'indique, c'est une véritable ville, construite avec des citrouilles de toutes formes et tailles, offrant aux visiteurs une expérience immersive et festive, parfaite pour l'automne. Elle est devenue une destination familiale incontournable pendant la saison des récoltes, principalement entre septembre et octobre, attirant des milliers de visiteurs qui viennent célébrer l'automne, Halloween et la récolte des citrouilles. Citrouilleville est inspirée des traditions rurales de la récolte automnale et d'Halloween, où les fermes locales mettent en valeur leur production de citrouilles. L'idée est de créer une ville fictive avec des bâtiments, des personnages, et des décors tous construits à partir de citrouilles. Les citrouilles sont sculptées, peintes, empilées et organisées de manière créative pour former des maisons, des véhicules, des animaux et même des personnages mythiques. Les familles locales et les artisans participent à la construction de cette ville en organisant des concours de sculpture de citrouilles et en créant des structures éphémères qui sont à la fois artistiques et ludiques. Certains événements de Citrouilleville incluent également des thématiques spécifiques autour de la culture des citrouilles, des contes folkloriques et des légendes d'Halloween. Des spectacles thématiques, parfois en lien avec Halloween, sont organisés. Ils peuvent inclure des contes effrayants, des spectacles de marionnettes et des animations interactives pour enfants. L'ambiance à Citrouilleville est chaleureuse et festive, typiquement québécoise, avec un mélange d'authenticité rurale et d'effervescence culturelle. Les visiteurs sont accueillis dans une atmosphère conviviale, où le plaisir de découvrir l'automne est partagé à travers les citrouilles et les activités agricoles. Les couleurs orangées, l'odeur de terre fraîche, et les cris joyeux des enfants qui courent à travers les champs font de Citrouilleville une expérience mémorable pour tous les âges. Le parc nature de l'île de la Visitation, situé dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville à Montréal, est un espace naturel prisé pour sa beauté, sa biodiversité et son riche passé historique. Ce parc de 34 hectares s'étend le long de la rivière des Prairies et intègre une île paisible, l'île de la Visitation, reliée au reste du parc par un petit pont pittoresque. Le parc occupe une zone qui a joué un rôle important dans l'histoire industrielle de Montréal. À la fin du XVIIe siècle, des religieux sulpiciens y ont construit un moulin à eau pour moudre du grain, établissant ainsi l'un des premiers complexes industriels de la région. À partir de 1726, un moulin à farine, et plus tard, un moulin à scie ont été érigés, ce qui a transformé la région en un centre économique prospère. En 1984, le parc a été aménagé en tant qu'espace naturel, permettant de préserver la biodiversité tout en offrant aux visiteurs un lieu de détente et de loisirs.
Le parc offre plusieurs sentiers longeant la rivière des Prairies, où les visiteurs peuvent admirer des rapides, des zones humides et la faune environnante. Il est fréquent d'y observer des canards, des hérons et d'autres oiseaux aquatiques, faisant de cet endroit un paradis pour les ornithologues. L'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal est l'un des monuments religieux les plus emblématiques de Montréal, réputé pour son histoire, son architecture impressionnante, et son importance spirituelle. Situé sur le versant nord-ouest du Mont-Royal, il attire des millions de visiteurs chaque année, qu'ils soient pèlerins ou touristes curieux de découvrir ce lieu magnifique. L'oratoire a été fondé par frère André Bessette, un frère humble de la congrégation de Sainte-Croix, qui a voué sa vie à Saint-Joseph. Né en 1845, frère André avait une foi inébranlable envers Saint-Joseph et s'est rapidement fait connaître pour ses pouvoirs de guérison. Dès les débuts, il accueillait des malades dans une petite chapelle qu'il avait fait construire sur le Mont-Royal en 1904, où les gens venaient prier et demander des guérisons. Face à l'augmentation du nombre de pèlerins, une chapelle plus grande fut construite en 1917, mais ce n'était encore que l'ébauche de ce qui allait devenir l'oratoire Saint-Joseph. La construction de la basilique actuelle, avec son immense dôme, a commencé dans les années 1920 et s'est achevée en 1967. Frère André a été canonisé par l'Église catholique en 2010, ce qui a renforcé l'importance spirituelle du lieu. Il est aujourd'hui reconnu comme un saint guérisseur par l'Église, et son tombeau repose dans l'oratoire. L'oratoire Saint-Joseph est remarquable par son architecture monumentale et classique. Voici quelques caractéristiques clés. Le dôme, avec une hauteur de 97 mètres, c'est le deuxième plus grand dôme au monde après celui de la basilique Saint-Pierre à Rome. Le dôme de l'oratoire est visible depuis de nombreux endroits de Montréal, ce qui en fait un repère important dans le paysage de la ville. La basilique, elle peut accueillir jusqu'à 10 000 personnes et impressionne par son intérieur spacieux et sobre. Les murs sont ornés de statues et d'œuvres d'art consacrées à Saint-Joseph, et l'atmosphère y est propice à la prière et à la méditation. Les escaliers, un autre aspect emblématique de l'oratoire est son escalier de 283 marches qui monte jusqu'à la basilique. Certains pèlerins montent ces marches à genoux en signe de dévotion, un acte de pénitence et de prière. Les jardins du chemin de la Croix, derrière l'oratoire, on trouve un magnifique jardin où sont disposées des sculptures représentant les 14 stations du chemin de croix. Ces statues grandeur nature offrent aux visiteurs un espace de prière en plein air, dans un cadre naturel apaisant. La fontaine de la rédemption incarne l'idée de purification et de salut. Elle représente le thème central du chemin de croix, qui est la rédemption de l'humanité par le sacrifice du Christ. L'eau, en tant qu'élément de purification, est ici un symbole de la grâce divine et de la guérison spirituelle. Les visiteurs peuvent s'arrêter devant cette fontaine pour méditer sur le message de rédemption offert par le Christ à travers sa passion et sa résurrection.
L'oratoire abrite un orgue impressionnant, fabriqué par la célèbre maison Casavant Frères, reconnue mondialement pour la qualité de ses instruments. Des concerts y sont régulièrement organisés, attirant des mélomanes et des amateurs d'orgue. Le Jardin botanique de Montréal est l'un des plus grands et des plus renommés jardins botaniques au monde. Fondé en 1931 par le frère Marie-Victorin et l'architecte paysagiste Henri Teuscher, il s'étend sur environ 75 hectares et comprend une grande variété de jardins thématiques, des serres d'exposition, ainsi qu'une vaste collection de plantes provenant des 4 coins du monde. Le projet du Jardin botanique de Montréal a vu le jour pendant la Grande Dépression, à une époque où Montréal cherchait à promouvoir des initiatives éducatives et scientifiques. Le frère Marie-Victorin, un scientifique et botaniste passionné, a joué un rôle essentiel dans la création de ce lieu. Il avait une vision ambitieuse d'un jardin botanique à la fois destiné à l'étude des plantes et à l'éducation publique. Ouvert au public en 1931, le jardin a rapidement acquis une renommée internationale, en partie grâce à ses serres d'exposition innovantes, qui permettent d'admirer des plantes exotiques même en plein hiver, et à la diversité de ses collections botaniques. Avec le temps, de nombreux jardins thématiques ont été ajoutés, ce qui en fait aujourd'hui une attraction incontournable de Montréal. Le jardin de Chine du Jardin botanique de Montréal est un chef-d'œuvre d'architecture paysagère et l'un des jardins thématiques les plus populaires du parc. Il est conçu pour recréer l'ambiance d'un jardin traditionnel chinois de la dynastie Ming, 1368 à 1644, avec des éléments soigneusement choisis pour évoquer à la fois la beauté naturelle et l'harmonie spirituelle. Ce jardin est un lieu de découverte culturelle, de détente et de méditation, qui attire chaque année des milliers de visiteurs. Le Jardin de Chine a ouvert ses portes en 1991 après une collaboration exceptionnelle entre Montréal et Shanghai. Il a été conçu par l'architecte paysagiste Le Weizong, aidé par plus d'une cinquantaine d'artisans venus spécialement de Chine pour ériger ce jardin selon les traditions chinoises ancestrales. Chaque élément, des bâtiments aux pavillons en passant par les ponts et les sculptures, a été fabriqué en Chine et transporté à Montréal pour garantir l'authenticité du projet. Le jardin symbolise le lien culturel entre l'Orient et l'Occident et est aujourd'hui l'un des plus grands jardins chinois en dehors de la Chine. Le jardin est conçu comme un paysage miniature qui symbolise l'harmonie entre l'homme et la nature, un principe fondamental des jardins classiques chinois. Chaque élément du jardin, eau, pierre, plante, pavillon a une signification symbolique. L'eau est au cœur du jardin chinois. Le grand étang qui occupe une place centrale symbolise la tranquillité et le renouveau. Il est entouré de pavillons, de rochers et de plantes aquatiques, comme des lotus et des nénuphars. Les reflets sur l'eau créent une atmosphère paisible et méditative. Les rochers sont des éléments clés dans les jardins chinois, représentant des montagnes en miniature. Ils symbolisent la stabilité et l'immuabilité de la nature. Dans le Jardin de Chine de Montréal, les rochers proviennent directement de la province chinoise de Théu, célèbre pour ses formations rocheuses spectaculaires. Le jardin compte plusieurs pavillons traditionnels chinois, comme le pavillon de l'amitié ou le pavillon des 3 amis de l'hiver, qui symbolisent le pin, le bambou et le prunier. Les ponts courbes qui enjambent l'étang sont également des éléments architecturaux symboliques, souvent associés à des transitions spirituelles dans la culture chinoise. Le jardin de Chine présente une végétation typique des jardins traditionnels chinois, avec des plantes soigneusement choisies pour leur symbolisme. Le bambou, symbole de la force et de la flexibilité, il est omniprésent dans le jardin. Le bambou est associé à la droiture et à l'endurance, des qualités appréciées dans la culture chinoise. Le pin, représentant la longévité et la constance, le pin est une autre plante clé dans les jardins chinois. Les fleurs de lotus, flottant à la surface de l'étang, le lotus symbolise la pureté et l'illumination spirituelle. En Chine, la fleur de lotus est souvent associée à la vertu.
Le jardin japonais repose sur les concepts esthétiques de la simplicité, de l'harmonie et de l'équilibre. Il recrée un paysage naturel en miniature, où chaque élément a été minutieusement choisi et disposé pour éveiller un sentiment de calme et de connexion spirituelle avec la nature. L'aménagement est inspiré par la philosophie zen, où l'harmonie entre les éléments naturels, comme l'eau, les pierres, les plantes et les ponts, crée un environnement propice à la réflexion et à la paix intérieure. Le pavillon de thé, un des points forts du jardin japonais, est un espace où les visiteurs peuvent assister à des démonstrations de la cérémonie du thé. Ce pavillon incarne l'art et la tradition du Japon, et est conçu dans un style architectural traditionnel, avec des lignes simples et épurées, symbolisant la tranquillité. Le jardin japonais est traversé par des ruisseaux et des étangs, qui symbolisent le flux constant de la vie. L'eau est un élément central dans les jardins japonais, représentant la purification et la fluidité. Le grand étang au centre du jardin est bordé de plantes aquatiques comme les nénuphars et abrite des poissons koa, symbole de force et de persévérance. Un pont rouge, typique des jardins japonais, traverse l'étang et mène à différents points du jardin. Le pont représente le passage spirituel et la transition vers un état de réflexion plus profond. Inspiré des jardins zen, le jardin de pierre, ou jardin sec, est une partie du jardin japonais où des pierres sont disposées sur du gravier soigneusement ratissé. Ce type de jardin symbolise l'océan avec des vagues immobiles, et est souvent utilisé pour la méditation. Le jardin de l'ombre est un espace unique conçu pour mettre en valeur la beauté discrète et subtile des plantes qui prospèrent à l'ombre. Ce jardin est dédié aux espèces végétales qui s'épanouissent dans des environnements ombragés, créant ainsi une atmosphère sereine, calme et mystérieuse, idéale pour une promenade apaisante. Le jardin de l'ombre a été conçu pour montrer comment la lumière et l'ombre peuvent coexister harmonieusement dans la nature. Contrairement à la plupart des jardins qui sont baignés de lumière, celui-ci exploite des jeux d'ombre pour mettre en valeur des espèces végétales capables de survivre et même de prospérer avec peu de lumière directe. Le jardin offre un environnement plus frais et souvent plus humide que d'autres sections du jardin botanique, et il démontre comment les plantes s'adaptent à ces conditions en développant des textures, des formes et des couleurs spécifiques. Les nuances de vert y prédominent, avec des touches subtiles de fleurs qui éclatent par moments, offrant une palette de couleurs tout en retenue.